propose un petit résumé rapide de pourquoi éduquer à et par l'économie sociale et solidaire, et notamment vous présenter les grands objectifs de l'association L'Esper. Je reviendrai dessus très rapidement. Ensuite, vous présenter une des actions phares de L'Esper, qui est la semaine de l'ESS à l'école, semaine qui est copilotée avec l'OCCE. Et enfin, vous rappeler et vous donner quelques éléments sur l'histoire, les valeurs, les principes, les organisations qui composent l'économie sociale et solidaire. Et enfin, on prendra le temps avec Lucie de vous partager quelques outils pédagogiques pour aborder l'ESS directement en classe ou ailleurs avec des élèves sur un niveau de collège et de lycée. Je peux peut-être commencer par repréciser ce que c'est l'ESPER pour ceux et celles qui ne connaissent pas l'association. Donc, on est une association nationale qui est composée de 41 organisations, que ce soit des syndicats, des mutuelles, des coopératives ou d'autres associations, et qui a pour objectif d'éduquer à et par l'ESS des élèves en milieu scolaire. Et dans ce cadre-là, on propose notamment une action qui s'appelle la semaine de l'ESS à l'école, que je vais décrire un peu plus tard, qui est une de nos actions phares, qui permet aux élèves, aux équipes éducatives et aux acteurs et actrices de l'ESS de mettre en place une action en lien avec l'économie sociale et solidaire durant une semaine. Donc c'est la dernière semaine de mars, du 23 au 28 mars 2026. Pour revenir sur les grands objectifs de l'ESPER qui sont d'éduquer à et par l'ESS, peut-être pour vous repréciser, nous, donc, ce sont nos deux grands objectifs. Donc, premièrement, sur l'éducation à l'ESS, qui, pour l'ESPER, est nécessaire notamment pour transformer l'économie et la société dans son ensemble, parce que notamment l'économie sociale et solidaire, elle porte un modèle de société basé sur la démocratie, sur la justice sociale, sur l'intérêt général, sur la non-lucrativité notamment. Et la finalité politique de l'économie sociale et solidaire, c'est d'aboutir à une société plus juste dans laquelle les individus se sont émancipés individuellement et collectivement des différents rapports de domination. Donc ça, on va dire que c'est notre premier grand objectif donc d'éducation vraiment à l'économie sociale et solidaire. Donc qu'est-ce que c'est? Et enfin, on essaye aussi d'agir sur l'éducation par l'économie sociale et solidaire, et notamment au travers de la découverte par l'expérimentation. Et concrètement, on souhaite que les élèves que l'on va rencontrer puissent mettre en œuvre des projets en lien avec les valeurs, les principes de l'économie sociale et solidaire, donc qu'ils puissent vraiment expérimenter et appréhender ce que c'est l'économie sociale et solidaire. Pour information, on a signé un manifeste pour l'éducation à l'ESS qui vise à donner toute sa place à l'ESS dans le système éducatif. Ça, c'est depuis 2012. Et depuis 2013, on a deux accords cadres nationaux, un premier avec l'éducation nationale et un second avec le ministère de l'économie, qui nous permettent de déployer nos actions sur l'ensemble du territoire. Et enfin, on a également publié un plaidoyer en août 2025, donc plus récemment, qui vise notamment à intégrer l'ESS dans les programmes scolaires dès le collège, qui vise également à proposer une mise en œuvre concrète dans les établissements via des projets, des postes dédiés et l'implication de tous les acteurs éducatifs dans l'économie sociale et solidaire. Et enfin, on cherche aussi à insister sur la formation des équipes éducatives, l'orientation des élèves, sur tout ce qui touche à l'orientation et au métier de l'économie sociale et solidaire. Donc, je vous ai dit que l'une de nos grosses actions portées par l'ESPER et qui est copilotée avec l'OCCE, c'est la semaine de l'ESS à l'école, semaine de l'ESS à l'école qui a lieu tous les ans. Dernière semaine de mars, donc cette année, ce sera du 23 au 28 mars 2026. C'est la 10e édition et elle est inscrite au calendrier de l'éducation nationale. Et dans le cadre de cette semaine, concrètement, vous pouvez, en fonction de votre place,
Donc, si vous êtes membre d'équipe éducative, acteur, actrice de l'ESS ou élève et ou étudiant, étudiante, vous pouvez participer à cette semaine de l'ESS à l'école d'une certaine façon. Donc, soit en valorisant un projet que vous menez tout au long de l'année avec vos élèves si vous êtes une équipe éducative, ou alors monter une action pendant cette semaine avec vos élèves. Si vous êtes acteur et actrice de l'ESS, vous pouvez, dans ce cadre de cette semaine, ouvrir la porte de votre organisation pour accueillir une classe, ou alors inversement, aller directement au sein des établissements pour faire découvrir votre cœur de métier, vos missions et les objectifs de votre structure. Et enfin, si vous êtes élève et ou étudiant, étudiante, vous pouvez valoriser et mener une action dans le cadre de cette semaine de l'ESS à l'école. On vous a mis juste là quelques exemples d'actions qui sont réalisées dans le cadre de la semaine de l'ESS à l'école. On peut avoir notamment des forums de l'ESS qui sont montés directement par les élèves et qui permettent à d'autres élèves de l'établissement de découvrir ce que c'est l'économie sociale et solidaire. On peut avoir d'autres exemples. On vous a mis là l'ouverture d'une boutique solidaire, donc sur un projet qui est monté tout au long de l'année scolaire, mais l'ouverture de cette boutique va avoir lieu pendant la semaine de l'ESS à l'école, où les autres élèves de l'établissement vont pouvoir découvrir les objets et les vêtements qui sont à la vente dans le cadre de cette boutique solidaire, ou alors un ciné-débat autour d'un film, autour des valeurs et des principes de l'ESS, ou encore des interventions en classe pour faire découvrir les principes de l'économie sociale et solidaire. Dans le cadre de cette semaine de l'ESS à l'école, les inscriptions ouvrent le 28 novembre prochain, donc c'est vendredi prochain. L'inscription se fait directement en ligne sur notre site internet, donc sur le site internet de l'ESPER. Vous allez donc faire votre inscription et ensuite nous, l'équipe de l'ESPER, on va prendre en considération votre inscription et essayer de vous accompagner le mieux possible dans soit la valorisation de votre action, soit la création d'une action dans le cadre de cette semaine, et également de pouvoir vous mettre en lien avec les acteurs et actrices de l'ESS qui sont proches de vos établissements, ou inversement, si vous êtes un acteur, actrice de l'ESS, vous mettre en relation avec un établissement qui est proche de votre structure. Voilà sur la semaine de l'ESS à l'école. J'espère que c'était clair. On peut peut-être vous remettre le lien d'inscription directement dans le chat. Et pour information, donc je l'ai déjà dit, mais les inscriptions ouvrent fin de semaine prochaine. Très rapidement, pour revenir sur l'économie sociale et solidaire, et notamment sur l'histoire de l'ESS, là, sur cette slide, on vous a partagé quelques cartes qui proviennent d'un jeu de cartes qui a été construit par l'ESPER, que vous pouvez utiliser auprès d'un public de collégiens et ou de lycéens, voire d'étudiants dans le supérieur. Donc n'hésitez pas aussi, si vous êtes intéressé par ce jeu, on peut également vous envoyer une version. Et dans le cadre de ce jeu de cartes, ça permet de découvrir les grandes dates historiques qui ont fondé l'économie sociale et solidaire. Donc notamment, on voit avec la première carte en 1273, avec les premières fruitières du Jura, que l'économie sociale et solidaire, c'est une économie qui n'est pas récente, qui date de l'Antiquité, du Moyen Âge, où notamment il y a les premières coopératives agricoles qui ont pu voir le jour. Et on voit également que cette économie, elle s'est quand même développée majoritairement au cours du 19e siècle, pendant la révolution industrielle, donc une économie qui est ancrée dans les réalités sociales, économiques et politiques et qui voit le jour pour répondre notamment à certains besoins sociaux et économiques notamment. On voit par exemple les premières grandes mutuelles qui se sont construites. Là, par exemple, en 1803, avec une première mutuelle d'entraide pour les gantiers de Grenoble, donc vraiment destinée au métier de fabrication de gants. Ou enfin également en Angleterre avec les équitables pionniers de Rochdale. C'est aussi une première coopérative de consommation qui a pu voir le jour.
Et enfin, on voit que cette économie, elle s'est institutionnalisée au cours du XXe et du XXIe siècle, avec des grands textes, des grandes lois que vous connaissez certainement, notamment en 1901, dans le cadre de la loi fondatrice des associations, ou plus tardivement, en 1947, une loi qui crée le statut général de la coopération. Et enfin, une loi plus récente en 2014 avec la loi du 31 juillet 2014, la loi Hamon qui reconnaît l'ESS comme un mode d'entreprendre et de développement économique. Dans les grands principes, on peut voir que les valeurs qui sont partagées par les organisations de l'ESS, ça va être la solidarité, la liberté, la responsabilité et la démocratie. L'ensemble de ces valeurs, elles se retrouvent dans donc, les grandes structures de l'ESS, qui sont les associations, les coopératives, les mutuelles, les fondations et certaines sociétés qui ont un statut particulier, qui sont les sociétés commerciales de l'ESS. Et l'ensemble de ces organisations, elles partagent donc, ces valeurs, mais également des principes qui sont la finalité d'intérêt général et ou collectif, la lucrativité limitée et la gestion démocratique où une personne égale une voix, peu importe son apport en capital. On vous a mis également ici sur cette slide quelques chiffres qui vous permettent d'avoir un ordre d'idée de ce que représente l'ESS aujourd'hui en France. Donc c'est 2,6 millions d'emplois avec une majorité de postes occupés par des femmes. Donc on a 67% d'emplois qui sont occupés par des femmes, notamment parce que on voit que dans l'ESS, les grands secteurs d'activité sont l'action sociale. Donc sans grande surprise, ce sont souvent des secteurs où sont surreprésentées les femmes. Et on a du coup un emploi sur 10 dans l'ensemble de l'économie. Une petite information aussi à avoir en tête, c'est que dans l'économie sociale et solidaire, il y a quand même beaucoup d'associations présentes qui représentent les structures de l'ESS. Et en conséquence, on a beaucoup de bénévoles qui font partie du grand secteur de l'économie sociale et solidaire en France. Et notamment, on a 22 millions de bénévoles qui sont dans le champ de l'ESS et du coup qui pourraient représenter également des emplois, mais qui ne sont pas considérés comme des emplois, mais bien comme du bénévolat. Et enfin, pour vous donner un peu plus concrètement une journée sous le signe de l'ESS, donc par exemple, votre fournisseur d'énergie, d'électricité peut être une société coopérative. Euh, Vous pouvez également consommer votre café qui vient d'une coopérative ou vos légumes qui proviennent d'une AMAP, donc l'Association pour le maintien de l'agriculture paysanne. Euh, Ensuite, vous pouvez faire des examens de santé dans un centre de santé mutualiste. Vos frais de santé seront remboursés par la mutuelle, du coup, organisation qui euh, fait partie de l'économie sociale et solidaire, etc., etc. Donc, ce petit schéma vous montre que au cours de votre journée, vous avez affaire et vous côtoyez des organisations de l'ESS sans forcément le savoir. Et enfin, vous pouvez aller plus loin pour découvrir de façon un peu plus approfondie euh, l'économie sociale et solidaire et ce qu'elle représente aujourd'hui en France sur l'ensemble de ces supports qui vous seront partagés ultérieurement. Ouais. Je vais laisser la main à Lucie qui va vous partager les outils pédagogiques pour faire découvrir l'ESS. Donc, je vais couper mon micro et départager mon écran. Est-ce que vous m'entendez toujours bien? Là, on a fait un changement de micro. Normalement, ça devrait être bon. N'hésitez pas à dire dans le chat ou par un pouce. On a des pouces, c'est parfait. Alors, du coup, je vous repartage une partie de mon écran. Euh, donc, pour ce qui concerne les outils, c'est pas en mode diaporama. Ah, c'est bon. Pour que vous sachiez, on vous a mis le lien en fait vers le site de l'ESPER où sont répertoriées toutes les ressources
qui ont été développés par l'ESPER, c'est le comité pédagogique ressources ESS de l'ESPER qui comporte à la fois des chercheurs en sciences de l'éducation, des enseignants et parfois d'autres personnes qui ont un pied dans ce champ-là. Ah oui, alors mince, le problème c'est que quand je clique sur ça, ça partage pas mon écran internet. Je vais faire un deuxième partage d'écran. Donc voilà, juste pour vous montrer à quoi ressemble le site en question. Donc il ressemble à ça. Vous arrivez sur le site de l'ESPER et quand vous cliquez là dans la barre de recherche sur ressources ESS, vous tombez sur cette page-là où vous pouvez à la fois taper des mots-clés si vous avez des idées de mots-clés à taper. Sinon, vous pouvez un peu naviguer parmi les thématiques. Voilà, semaine de l'ESS, pédagogie de projet, orientation professionnelle, etc. Le type d'outils, si vous cherchez plutôt des vidéos, des, des jeux, des fiches pratiques, etc., etc. Mais en tout cas, tout ça pour vous dire que là, tous les outils qu'on va vous présenter dans la suite de ce webinaire, vous pourrez les retrouver ici. Et quoi qu'il arrive, on vous a mis les liens sur les diapositives. Donc, quand vous aurez le PowerPoint, vous pourrez directement aller dessus. Je vais revenir à mon écran précédent, qui est du coup celui sur lequel il y a tous les outils. Hop. Donc voilà. Du coup, pour démarrer, dans le cadre de la semaine de l'économie sociale et solidaire à l'école, il y a 3 fiches qui existent et qui peuvent vous permettre de pouvoir préparer votre intervention en classe. Donc ça, on va dire que c'est quand même plutôt à destination des acteurs de l'ESS, parce que la première fiche qui s'appelle les principes de l'ESS, pour ne pas en oublier, c'est vraiment une fiche qui vous permet de pouvoir réfléchir en amont à comment est-ce que vous allez pouvoir montrer que votre structure, elle exerce bien le principe de démocratie, donc de pouvoir le montrer aux élèves de manière assez concrète. Donc, par exemple, ça peut être en montrant la manière dont le projet collectif de la structure il s'est créé, ou alors en pouvant parler des différentes instances démocratiques qui existent, s'il y en a et si elles fonctionnent bien, ou de montrer qu'il y a différents types de bénévoles. Enfin, bref. Du coup, ça peut être ces différentes choses-là. Et donc là, cette fiche-là, elle va vraiment reprendre tous les principes de l'ESS. Donc, que ce soit la démocratie, que ce soit le côté non-profit, que ce soit le côté ancrage territorial, etc., en vous donnant un peu des billes de comment est-ce que vous pouvez réfléchir à en quoi votre structure correspond bien à ça pour pouvoir le mettre en avant devant les élèves. La deuxième fiche, celle qui s'appelle J'interviens en classe, ça va plutôt être une fiche qui va pouvoir vous permettre de réfléchir à comment organiser votre trame et comment vous allez pouvoir amener les choses devant les élèves. Donc peut-être de bien penser à vous présenter, après d'être dans un cadre d'échange avec eux, donc de leur demander ce qu'ils connaissent déjà, de pouvoir leur montrer peut-être quelque chose de spécifique à votre structure ou aussi quelles sont les différentes missions ou métiers qu'ont les personnes dans la structure. Donc voilà, ça va être plutôt pour vraiment vous aider à voir comment est-ce que vous pouvez réfléchir à une trame d'intervention en classe. Et la dernière fiche qui s'appelle « Je fais visiter ma structure », celle-ci, c'est plutôt dans le cadre où la classe se déplace dans votre structure. Et donc là, c'est pareil, c'est réfléchir à comment est-ce que vous allez pouvoir présenter votre structure, parce qu'en général, ça ne peut pas durer forcément hyper longtemps. Donc on va dire que sur un temps imparti, de pouvoir réfléchir à comment est-ce que vous organisez cette visite-là, qu'est-ce qui est le plus important de pouvoir transmettre aux élèves et comment est-ce que vous pouvez faire en sorte de valoriser tout ce qui est fait au sein de votre structure sur un temps court pour que les élèves puissent vraiment comprendre comment ça fonctionne et puissent se projeter aussi concrètement dans une structure de l'ESS. Donc voilà, donc là, on ne détaille pas plus ces 3 fiches-là, mais en tout cas, vous pouvez les consulter. Ensuite, on va vous présenter un autre outil qui est celui de la Junior Coopérative. Donc ça, c'est un des outils qui est les plus utilisés au sein de l'ESPER parce qu'il permet de faire plusieurs choses. Il permet à la fois de pouvoir initier à la méthodologie de projet en ESS. On va le voir par la suite parce qu'on va vous le faire tester. Donc ça, c'est parce que vous allez voir, en fait, ça reprend vraiment le principe de quand on veut monter un projet en ESS, ça répond à une certaine méthodologie. C'est pas on part dans tous les sens, en général, on part d'un constat ou d'une problématique et après on voit comment est-ce que les choses peuvent se dérouler. Cet outil permet aussi de pouvoir faire découvrir les principes de l'ESS parce que au travers de différents exemples, on
arrive à retrouver les différents principes qui sont la démocratie, l'ancrage territorial, la participation et la coopération de chacun, chacune. Et enfin, cet outil permet de découvrir les organisations de l'ESS parce que les exemples sont du coup ciblés sur les différents types d'organisations dont Agathe parlait tout à l'heure, à savoir mutuelles, coopératives, associations. Donc ça permet aussi d'avoir des exemples assez concrets de chacune de ces structures et de pouvoir les faire découvrir aux élèves. Donc la manière dont fonctionne ce jeu, euh, hop, du coup, la diapositive est bien passée à autre chose. Donc du coup, il fonctionne en 2 étapes. Donc la première étape, c'est que vous avez des cartes. C'est 5 cartes A5, oui, en format A5, sur lesquelles il y a écrit, il y en a une sur laquelle il y a écrit contexte, une autre sur laquelle il y a écrit problématique, une autre objectif de transformation, etc., etc. Et l'idée, c'est de pouvoir donc répartir la salle avec les élèves en petits groupes et de pouvoir leur distribuer à chacun de ces groupes ces 5 cartes-là et de les mélanger, donc de ne pas les mettre dans le bon ordre. Et justement de leur dire, bah, à votre avis, dans quel ordre est-ce que vous metteriez les choses? Donc si vous partez d'une situation où on doit créer un projet, vous, comment vous direz que les choses doivent être mises dans l'ordre pour pouvoir créer ce projet-là? Donc le but, c'est ça, c'est qu'ils arrivent à la fin, et du coup en se mettant d'accord dans leur petit groupe de 4-5, à démarrer par le contexte, ensuite le problème, ensuite objectif de transformation, les moyens et l'évaluation. En général, ce qui se passe, c'est que c'est souvent sur contexte problème où c'est inversé et aussi sur objectif de transformation et moyens où ça peut s'inverser. Donc là, il ne faut pas hésiter à passer dans les sous-groupes pour voir si ça se passe bien pour eux et pour après pouvoir remettre, enfin, être sûr qu'ils ont bien compris aussi de pourquoi c'est dans cet ordre-là. En général, ce qui est un peu dur à comprendre, c'est que le contexte, c'est vraiment juste la situation initiale. On va dire où est-ce qu'on se situe en termes de cadre. Et à partir de ce cadre-là, on observe qu'il y a un problème et non pas le contraire. Donc, du coup, une fois que chacun des sous-groupes a pu mettre en place les étiquettes, enfin les différentes cartes dans le bon ordre, euh, on passe à la suite. Et donc là, on distribue à chacun des sous-groupes un jeu de cartes sur lequel il y a d'autres exemples. Donc là, vous en avez un des scénarios parmi les 4. Donc, vous voyez que vous avez une carte où il y a le contexte. Donc, c'est ça, Cul-de-sac est une commune en pleine expansion, accueillant actuellement de nouveaux habitants friands d'activités sportives. Là, elles sont bien remises dans l'ordre, mais le but, du coup, pour les élèves, c'est de ne pas les mettre dans l'ordre. C'est que eux arrivent à pouvoir les mettre dans le bon ordre et à retrouver l'ordre logique de comment est-ce qu'on met en place un projet. Et donc, du coup, voilà, je ne vais pas forcément toutes vous les lire, mais l'idée, c'est de voir qu'après, la carte d'après, c'est problématique, c'est qu'en fait, il n'y a pas d'activité sportive qui est organisée sur cette commune-là, alors que pourtant, les habitants sont assez friands de ce genre d'activité. Donc, du coup, l'objectif, ça va être d'organiser des activités sportives. Les moyens, ça va être vraiment, alors comment est-ce qu'on fait pour le faire? Bah, du coup, en organisant différents types de cours comme la Zumba, la randonnée, etc., qui vont répondre réellement à des besoins et à des envies des habitants. Et enfin, la phase d'évaluation, comment est-ce qu'on voit si le projet marche bien? Bah, c'est en calculant et en regardant le nombre d'adhérents et d'activités proposées d'une année à l'autre. Est-ce qu'il y a bien reconduction? Est-ce qu'il y a bien des gens qui s'inscrivent? Donc ça, c'est vraiment un des scénarios parmi les 4. Et ce qu'il faut comprendre, c'est que dans le jeu junior coopérative, en fait, vous avez un scénario pour chaque type de structure. Donc vous en avez un pour une association, un pour une coopérative de consommateurs, un pour une SCOP, donc c'est à savoir une coopérative de production, et un pour une mutuelle. Et donc l'idée, c'est de pouvoir donner ces différents scénarios aux différentes tables. Donc une table fait un scénario, une table fait un autre scénario, etc., etc., pour que du coup les élèves ne travaillent pas sur les mêmes types de scénarios et les mêmes types de structures. Et après, de faire un temps en groupe entier où chaque groupe va pouvoir dire au reste de la classe dans quel ordre ils ont mis leurs différentes cartes. Et à partir de là, essayer de, du coup, avoir une discussion avec tous les élèves pour leur dire, OK, bah, du coup, c'est quoi les grands principes qui ressortent de ces différentes structures. Donc, normalement, ils vont être amenés à dire, bah, on voit que ça vient des citoyens ou des habitants. C'est vraiment une initiative en général qui part des gens. Donc, ça, c'est un peu le côté engagement. On voit qu'ils se mettent ensemble. Donc, il y a la solidarité ou la coopération, etc. Et donc là, vous pouvez amener un petit peu plus de billes en amenant l'aspect peut-être démocratie ou différentes choses. Et ce qui peut être intéressant, c'est aussi de pouvoir amener les élèves à se questionner sur est-ce qu'ils connaissent déjà ce type de structure autour d'eux. Donc, par exemple, je reprends le côté association.
Une fois que le groupe qui avait les cartes sur l'exemple de l'association a pu présenter dans l'ordre dans lequel ils avaient mis les cartes, vous pouvez demander à la classe, est-ce que vous connaissez déjà des associations autour de vous? Et du coup, un peu l'exemple qui en général marche le mieux, c'est les associations sportives où il y a souvent des élèves qui sont déjà dans des associations sportives ou leurs frères et sœurs, leurs cousins, cousines. Et en fait, ils ne se rendent pas compte qu'ils sont déjà en lien avec des structures de l'ESS. Donc l'idée, c'est de faire ça un peu pour chacune des structures pour qu'en fait, eux puissent déjà avoir un peu connaissance de ce qui existe et puissent, d'un autre côté, comprendre le côté pédagogie de projet. Alors, à la suite de ça, on vous a aussi mis un petit peu des conseils pour pouvoir animer ce jeu. Donc, pareil, vous pourrez prendre le temps de le lire si c'est un jeu que vous voulez mettre en place dans votre intervention, mais de pouvoir s'assurer que la classe est bien modulable, enfin, que vous pouvez bien bouger les espaces pour pouvoir faire des sous-groupes. Une bonne idée aussi, ça peut être de réfléchir, vous, en amont, à des exemples de structures de l'ESS qui sont locales pour pouvoir après en parler avec les élèves quand vous faites le moment un peu de débrief avec eux et pour pouvoir leur amener des exemples aussi si eux n'en ont pas. Euh, Après, donc, vous pourrez prendre le temps de lire ça, mais de pouvoir pas faire des groupes trop gros parce que s'ils sont trop nombreux, après, ils ont plus de mal à se mettre d'accord. Et puis, en général, il y en a deux, trois qui font et les autres ne donnent pas forcément leur avis. De bien prendre le temps, en fait, une fois qu'ils ont fait cette activité, de voir avec eux qu'est-ce qu'ils connaissent. Donc, comme je le disais, de voir c'est quoi les différents points communs, comment est-ce que eux, ils se sont mis d'accord pour prendre les décisions. Enfin, vraiment de pouvoir les impliquer dans l'activité qu'ils viennent de faire aussi, donc d'avoir un vrai temps de retour avec eux sur comment ça s'est passé. Et après, on vous donne un peu des conseils pour pouvoir aller plus loin avec cet outil si vous le souhaitez. Donc, à savoir de pouvoir adapter ces cartes scénarios à des structures de l'ESS du territoire sur lequel vous êtes et pour que du coup ça puisse être aussi un petit peu plus parlant pour les élèves. Euh, et voilà, ces différentes cartes, elles peuvent aussi être utiles pas que pour la découverte de l'ESS, mais aussi pour pouvoir faire réfléchir à quel type de projet les élèves pourraient avoir envie de mettre en place. Donc si vous êtes un peu dans une démarche de faire réfléchir aux élèves à un projet qu'ils pourraient mettre en place entre eux, ces cartes-là, elles peuvent faire une bonne transition pour après, à partir de cette méthodologie de projet, les faire réfléchir à ça. Donc voilà pour ce premier outil. On va vous présenter les autres peut-être de manière un peu plus rapide parce que celui-ci, on va dire que c'est celui qui fonctionne dans beaucoup de situations et on essaiera de prendre un temps de questions-réponses avec vous à la fin. Donc si vous avez des questions par rapport aux différents outils, on pourra prendre un peu toutes vos questions à la fin. Donc les autres, je vais passer peut-être un petit peu plus rapidement, mais on va quand même vous les présenter. Donc le deuxième, c'est un outil sur les idées reçues de l'ESS que vous pouvez animer de plusieurs manières. Là, on vous propose le débat mouvant, mais pour comprendre un peu à quoi ressemblent ces fameuses idées reçues. En fait, vous avez du coup des cartes qui sont recto-verso. Sur le recto, il y a une affirmation, une idée reçue donc, par rapport à l'ESS. Donc là, par exemple, vous avez l'exemple de l'ESS qu'on peut dans l'économie. Et au verso, vous avez la réponse qui est écrite juste en dessous. Et donc ça, des idées reçues, vous en avez à peu près une quinzaine. Donc il y a une quinzaine de cartes comme ça. Vous n'êtes pas obligé de les faire toutes avec la classe dans laquelle vous êtes. Vous pouvez aussi sélectionner celles qui vous paraissent les plus importantes pour pouvoir en fait faire débattre le groupe. Et donc les différentes manières de pouvoir l'animer, ça peut être soit pareil, de répartir les élèves en petits groupes, de leur donner certaines cartes et puis eux jouent entre eux, essayent de voir quelles sont leurs idées reçues. Mais une autre manière de l'animer qui marche assez bien, qui permet aussi de mettre le groupe en mouvement et de faire en sorte que, enfin, voilà, ce soit pas trop non plus descendant comme manière de voir les choses, c'est de le faire sous un format de débat mouvant. Donc, en gros, l'idée, c'est de voir la pièce en disant que d'un côté, ça va être plutôt oui, enfin oui, je suis d'accord avec cette idée reçue-là, et d'un autre côté de la pièce, enfin de la salle de classe, ça va être plutôt non, je suis pas d'accord. Et en fait, à chaque fois que vous posez une des questions, une des affirmations d'idées reçues, de dire aux élèves, en fait, placez-vous dans la salle plutôt si oui, vous êtes d'accord avec cette idée reçue-là, ou plutôt non si vous n'êtes pas d'accord. Et après, de leur demander de dire pourquoi est-ce qu'ils sont allés plutôt vers oui ou plutôt vers non, pour pouvoir leur permettre de débattre et d'échanger. Et du coup, l'idée après, c'est qu'une fois qu'ils ont pu débattre et échanger, vous, avec les éléments qui sont écrits au verso de l'idée reçue, vous pouvez apporter un petit peu plus d'éléments et pouvoir permettre d'alimenter les échanges.
Euh, une des choses qui est possible, c'est de pouvoir adapter ces idées reçues, enfin ces affirmations, avec votre structure en particulier, si vous êtes un acteur ou enfin de l'ESS, ou avec le territoire sur lequel vous êtes, parce que là, ces idées reçues, elles sont globalement assez générales, mais du coup, c'est complètement possible de les adapter. Le but, en tout cas, c'est de pouvoir faire débattre les élèves et de pouvoir leur montrer que les différents stéréotypes ou idées reçues qu'on peut avoir par rapport à l'ESS, en fait, souvent, ils sont un peu plus compliqués que ça et il y a moyen de pouvoir les voir d'une autre manière. Donc ça, c'est pour le jeu des idées reçues. Ensuite, là, on repart sur les cartes que vous avez vues en début de webinaire avec Agathe, donc, qui sont plutôt un jeu pour pouvoir faire découvrir l'histoire de l'ESS. Donc, ce jeu, il s'appelle Chronologie ESS. Et donc, comme vous avez pu le voir tout à l'heure, il y a à la fois des cartes qui concernent des faits historiques de l'histoire qui n'ont rien à voir avec l'ESS. D'autres, c'est les cartes rouges qui concernent des faits qui ont un rapport, enfin historiques qui ont un rapport avec l'histoire de l'ESS. Et le but, ça va être de pouvoir faire en sorte, enfin c'est un jeu collaboratif, donc c'est pareil, ça se joue à, on va dire, entre 3 et 6 joueurs. Chacun a un petit paquet de cartes. Et le but, c'est de refaire la frise chronologique avec les différentes cartes que les élèves ont entre les mains. Bon, là, je vous fais les règles de manière très simple, mais en tout cas, sachez que sur le document sur notre site internet, vous retrouvez vraiment la manière de pouvoir animer ce jeu en donnant les consignes, les différentes consignes aux élèves. En tout cas, le but, c'est qu'ils puissent comprendre que donc l'ESS, c'est pas nouveau, que ça existe depuis un peu toujours, et notamment qu'on a des traces au moment du Moyen Âge et au XIIIe siècle. Ensuite, que ça a pris beaucoup, beaucoup d'ampleur au XIXe siècle avec les mouvements ouvriers et que ça est devenu de plus en plus légiféré, là, c'est plutôt sur les dernières années. Et, enfin, à partir du XXe et encore plus au XXIe. Le jeu, il est assez compliqué, donc c'est pas forcément un jeu qui est accessible pour des collégiens, même lycéens, c'est plutôt, on va dire, fin lycée ou BTS, mais une des alternatives qui est possible, c'est de pouvoir vous sélectionner les cartes qui vous intéressent en amont. Donc, voilà, de reprendre celles qui sont vraiment importantes, par exemple, par rapport à soit si vous êtes enseignant, le cours que vous enseignez, soit si vous êtes acteur ou actrice de l'ESS par rapport à la structure qui vous concerne, parce qu'il y a des cartes qui vont concerner plutôt les assos, d'autres plutôt les coopératives, d'autres plutôt les mutuelles. Donc, vous pouvez vraiment aussi piocher les cartes pour pouvoir juste faire une sorte de fresque avec les élèves et pas forcément jouer au jeu avec, dans sa totalité. Donc, voilà pour ce jeu-là. Ensuite, on a un autre jeu. Alors là, ça paraît énorme vu comme ça, mais parce qu'on a fait une capture d'écran de quand toutes les cartes sont alignées les unes avec les autres. Ça, c'est un jeu qui s'appelle Fresque de l'ESS, donc Frexes. Et du coup, c'est un jeu qui peut être très pratique quand vous n'avez pas forcément. Enfin, voilà, il faut remettre un petit peu de dynamique de groupe. Si le groupe il n'est pas complètement constitué, qu'il est un peu volant, que les gens vont un peu d'une table à une autre, parce que voilà, on peut prendre le jeu un peu en cours de route ou partir, et ça permet quand même de pouvoir continuer à échanger. En tout cas, le principe, c'est de pouvoir avoir 5 grandes colonnes, une qui reprend les valeurs de l'ESS, une qui va plutôt être sur les principes juridiques, une qui va être sur le type d'organisation et de structure, une qui va être sur les secteurs d'activité et une qui va être sur les métiers. Donc vous, quand vous l'animez, vous mettez juste ces 5 cartes-là en colonne et après toutes les autres, celles qui sont en dessous, en fait, elles sont mélangées, enfin, elles sont complètement mélangées sur la table. Enfin, vraiment, limite, c'est un petit tag que vous mettez quelque part. Et en fait, dès que les élèves prennent une carte, le but, c'est qu'ils le remettent sous la bonne colonne. Et une fois qu'ils le remettent sous la bonne colonne, ça peut être de parler de cette carte-là qu'ils ont mise en disant bah, pourquoi est-ce qu'ils l'ont mise là, est-ce qu'ils en savent plus. Donc, par exemple, si ils sont sur la carte de l'engagement et qu'ils la mettent bien sous la colonne de la valeur, bah, ça peut être de voir avec eux qu'est-ce que ça veut dire l'engagement pour eux, comment est-ce que ça peut se déployer dans la vie de tous les jours, comment ça peut se déployer dans le monde du travail, enfin voilà, pouvoir un peu discuter avec eux de ça, et etc. pour chacune des cartes. Le but étant de, voilà, de pouvoir retrouver les différentes valeurs, après les principes juridiques, donc l'utilité sociale, la lucrativité limitée, la gouvernance démocratique, etc. Les différents types d'organisation et de structures, comme vous l'a présenté Agathe en début de webinaire. Et après, de voir en fait que ça va concerner tous les secteurs d'activité, quasiment, et aussi énormément de types de métiers, parce que ça, c'est aussi une des idées reçues par rapport à l'ESS, c'est de se dire que en fait, ça concerne vraiment que les métiers du social et que ça va être que les personnes qui sont en contact avec les autres, alors que bah, pas du tout, en fait, enfin, il y a plein d'autres métiers qui sont concernés dans l'ESS. Donc voilà, ça c'est un jeu qui permet en tout cas d'avoir les idées assez au clair et comme je l'ai dit, qui peut être animé de manière un peu plus
avec un groupe un peu plus volant et pas forcément constitué. Voilà pour ça. Ensuite, on a deux autres outils qui sont plus des tests, des outils un peu de test et qui peuvent être mis en place assez rapidement. Il y en a un, c'est le quiz coloré sur l'ESS. Donc là, en fait, vous avez différentes questions et comme vous pouvez le voir, chacune des questions a une couleur. Et donc, le but, c'est que tous les élèves puissent avoir un papier rouge, un papier bleu, un papier vert et un papier orange. Et dès que vous posez une question, bon, là, vous avez la version de la diapo où il y a la réponse à la question, mais d'abord, il y a une diapo où il n'y a pas la réponse. Les élèves puissent prendre leur papier, le montrer, mettre de la couleur correspondante à la question, et après, de voir un peu la tendance générale dans la classe. Si vous n'avez pas de papier de différentes couleurs, vous pouvez aussi le faire avec des numéros 1, 2, 3, 4 ou juste un quiz un peu plus classique où tout le monde peut répondre. En tout cas, l'idée, c'est de pouvoir un peu voir où ils en sont dans leur connaissance de l'ESS et de pouvoir le faire de manière un petit peu ludique et en groupe entier. Donc ça, c'est plutôt un moment qui s'anime en groupe entier. Et à droite, vous pouvez voir qu'il y a les cocottes ESS. Donc là, on vous a mis niveau collège, mais il y a aussi un niveau lycée et un niveau primaire. Donc ça fonctionne vraiment comme des cocottes, enfin le jeu classique auquel les enfants jouent. Là, vous la voyez de manière dépliée, mais une fois qu'elle est pliée, il faut vraiment imaginer que c'est le jeu auquel on joue, comme ça, où après, il faut deviner, enfin, il faut choisir une couleur. Derrière la couleur, il y a une question. Et du coup, le but, c'est que les élèves puissent y jouer à deux ou trois entre eux. Ça, vous n'avez pas forcément besoin, vous, de l'animer. C'est plutôt entre eux. Et ça, c'est pareil, c'est un outil qui est plus un outil un peu, pas d'évaluation, mais en tout cas qui peut leur permettre de tester leurs connaissances. Et évidemment, il y a la réponse. Quand on soulève la feuille de la cocotte, il y a la réponse à la question. Donc voilà, pareil, cet outil, il existe pour différents niveaux. Ensuite, on vous a mis un exemple de trame d'intervention si vous faites une intervention de 2 heures avec 5 outils. Donc ça, c'est une bonne trame d'intervention. On va dire que c'est si le groupe coopère bien et les timings sont vus pour aller quand même un peu vite, mais donc vous pouvez complètement le réadapter. En tout cas, l'idée, c'est de pouvoir démarrer, si vous le souhaitez, avec une vidéo. Donc là, on vous a mis celle qui s'appelle Tu connais l'ESS, mais vous pouvez la remplacer par une autre vidéo, voire ne pas mettre de vidéo du tout. Vous pouvez aussi, vous, faire une petite introduction sur très rapidement quels sont les principes de l'ESS et comment ça fonctionne. Le but, c'est que ça aille assez vite. C'est de pouvoir voir avec les élèves ce qu'ils connaissent et de pouvoir les faire réagir par rapport à ça, sachant qu'a priori, au tout début de l'intervention, ils ne savent pas forcément tout à fait ce que c'est. Donc, c'est quelque chose d'assez général pour leur mettre un petit peu les bases et voir avec eux ce qu'ils savent. Ensuite, une bonne chose, ça peut être de pouvoir jouer au jeu de la junior coopérative, donc celui qu'on a vu tout à l'heure avec la méthodologie de projet, contexte, problématique, objectif de transformation, moyens et évaluation. Donc, pour pouvoir leur permettre de découvrir la méthodologie de projet et les différents types de structures. Et là, du coup, on a mis 40 minutes, mais ça, c'est pareil. En fait, selon ce que vous avez prévu par rapport à ça, ça peut durer plus longtemps. Si, par exemple, après, vous voulez le faire avec eux sur des structures que eux connaissent, bon, bah, faut rajouter un peu plus de temps. Si vous voulez les faire beaucoup réagir aussi entre eux sur les structures qu'ils connaissent déjà, est-ce que ça leur évoque pareil? Donc ça, le timing, il est modulable. Ensuite, vous pouvez faire le point sur leurs connaissances avec le quiz coloré, donc ce qu'on a vu juste précédemment, ce qui s'anime en groupe entier et qui nécessite d'avoir du coup un PowerPoint pour pouvoir projeter le quiz et, et débattre avec eux. Ensuite, faire le débat mouvant des idées reçues. Donc ça, c'est le fameux jeu où vous divisez l'espace en deux avec plutôt oui, plutôt non, et vous posez des questions d'idées reçues par rapport à l'ESS et les élèves se déplacent dans l'espace selon ce qu'ils pensent et débattent entre eux. Et enfin, vous pouvez clôturer la séance avec un nuage de mots au tableau. Ça peut être plein de choses, hein. Ça peut être qu'est-ce que vous retenez de ce qu'est l'ESS, qu'est-ce que vous avez appris durant cette séance, etc., etc. Et donc là, c'est pareil. Là, c'est, on va dire, la version assez simpliste de la trame. Et si vous cliquez sur télécharger la trame, vous allez vraiment arriver sur un document qui vous dit de manière un peu plus précise comment vous pouvez animer tel et tel moment de l'intervention. Et donc, encore une fois, c'est vraiment juste un exemple d'intervention. Sentez-vous libre de pouvoir utiliser les outils dans le sens que vous voulez et de pouvoir aussi rajouter ce qui
peut plus vous parler, soit si vous êtes un acteur de l'ESS, qui va être le but, ça va être vraiment de faire du lien avec votre structure, soit si vous êtes un enseignant, une enseignante, ce qui peut être intéressant, c'est de faire le lien avec le cours que vous enseignez ou avec l'établissement dans lequel vous vous situez, de pouvoir justement les faire réagir par rapport à ça. On vous a mis deux outils supplémentaires, enfin un outil supplémentaire, mais avec deux exemples, qui sont les études de cas. Donc ça, c'est pareil, ça va être plutôt pour un public lycéen a priori ou supérieur. Le but, c'est que c'est des études de cas qui reprennent des projets enfin, du coup, de SS et qui sont très détaillés et qui permettent de pouvoir découvrir des structures, de voir comment elles fonctionnent et d'aller sur des sujets aussi un petit peu précis. Donc, par exemple, la première, la Cagette, c'est un supermarché coopératif à Montpellier. Donc, c'est une vraie situation et c'est un supermarché coopératif qui a été mis en place par des élèves. Et là, du coup, ce qui est intéressant, c'est de pouvoir les faire réfléchir à comment est-ce que vraiment on peut consommer de manière moins productive, comment est-ce qu'on peut faire en sorte que le fonctionnement démocratique au sein de la structure, il fonctionne bien, parce que dans l'étude des cas, il y a différentes activités qui font que les élèves sont amenés à réfléchir à ça de manière un petit peu plus précise. Donc, c'est vraiment un exemple concret qui peut être utilisé. Et Métro Locaux, c'est du coup pareil, ça c'est une coopérative plutôt enfin pareil, de consommation, de production. Et le but, c'est aussi de pouvoir faire découvrir aux élèves les aspects plus, on va dire, d'entrepreneuriat, parce que dans l'étude de cas, il y a des moments qui réfléchissent plutôt aux aspects ressources humaines ou recrutement, ou alors comment est-ce qu'on fait pour pérenniser la coopérative d'année en année. Donc, c'est pareil, ça peut être quelque chose qui peut être utile dans différents cours enseignés et vous pouvez faire le lien facilement avec ce que vous enseignez, mais du coup, ça va aller un petit peu plus loin sur les exemples. On reste à votre écoute et notamment, n'hésitez pas, si vous êtes intéressé, à vous inscrire directement donc, sur le site internet de l'ESPER dès vendredi prochain, le 28 novembre, pour participer à la semaine de l'ESS à l'école. Dès votre inscription, donc, on pourra vous accompagner pour vous aider à mettre en place une action ou à valoriser une action qui existe déjà. Donc, n'hésitez vraiment pas, on reste à votre écoute et à votre disposition.